Comment s'équiper, bien préparer sa sortie, savoir se servir d'un DVA, matinée de sensibilisation au risque d'avalanche à Champs-Rousse pour les randonneurs dont le nombre aussi ne fait que grimper. Retour sur un week-end très sportif avec du football, du hockey sur glace et du rugby et puis du ski avec la belle performance de Maurice Magnifica et enfin une Coupe d'Europe dames de ski alpin à Vaujany. Et puis la culture est dans la rue. En l'absence de salles ouvertes, la municipalité grenobloise organise le 14 janvier de 16 à 20h les éclats de culture visibles des fenêtres, balcons et terrasses. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 15 minutes. En l'absence de remontée mécanique pour une durée indéterminée, vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer la montagne autrement, de la façon la plus ludique, la luge, la plus technique, la randonnée en ski ou raquette. Mais pas question de partir sans se préparer et notamment s'assurer de connaître les bons réflexes si vous êtes pris dans une avalanche. À Champs-Rousse, un atelier de prévention était organisé dimanche matin. Lilian Veillé. Pour le temps qui calcule. 0,3. Ce petit appareil, c'est un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, l'un des 3 indispensables avec la pelle et la sonde lorsqu'on sort en ski de randonnée ou en ski de fond. C'est un appareil qui est un émetteur et un récepteur. En tant qu'usager de la montagne, on va l'utiliser en émission de manière à être retrouvé par un autre utilisateur de DVA ou un secouriste professionnel. Professionnels et amateurs pouvaient assister à ces exercices d'initiation DVA à Champs-Rousse après une petite séance d'explication théorique. On va parler un petit peu de recherche en avalanche. On passe rapidement à l'action. En commençant par la recherche de victimes, on fait des bandes de recherche assez larges entre 40 et 70 mètres sur toute la zone concernée par l'avalanche, jusqu'à ce qu'on perçoive un premier signal que l'on suit jusqu'à la personne ensevelie. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Et finalement, on trouve assez vite un signal. Et après, comme c'est bien expliqué, en fait, on arrive à s'orienter et à trouver assez rapidement du coup le DVA qui a intérêt. On passe alors au sondage et au pelletage pour sortir la victime, en commençant si possible par dégager les voies respiratoires. Une fois qu'on a trouvé la cible, on laisse la sonde, on commence à pelleter. Donc il y a eu quelques ateliers sur le pelletage, bien pelleté en V avec une personne devant, une personne derrière pour évacuer la neige. Et puis voilà, on sort la victime. Pris sous une avalanche, une personne a 90% de chances de survie pendant les 15 premières minutes. Il faut donc se dépêcher et surtout être organisé. Mathias a lui déjà participé à une recherche sur le glacier de la Grande Motte à Tignes. J'ai dû faire un secours, en fait, on a vu un groupe qui se faisait ensevelir et du coup on est allé sur le lieu et avec le PGHM on a sondé pour savoir, parce qu'en fait on savait pas le nombre de gens qu'il y avait dessous. Donc on a dû sonder en ligne pour trouver potentiellement quelqu'un. Avec l'adrénaline, avec le fait que potentiellement il y a des gens qui meurent, c'est plus compliqué, quoi. Après une matinée d'exercice, les skieurs peuvent partir randonner plus sereinement, car en France, une trentaine de personnes en moyenne meurent dans une avalanche chaque année. Pour la saison 2019-2020, il y a eu 46 avalanches déclenchées pour seulement 12 décès. Un chiffre en baisse, peut-être aussi du fait de ces formations. Une connaissance du terrain et des gestes de secours qui n'empêchent pas de rester prudent. Dimanche, le risque n'était pourtant que de 2 sur 5 dans l'après-midi. 3 personnes ont pourtant été emportées par une avalanche dans le massif de Beldon, au-dessus d'Almont. Après plus d'une heure et quart passée dans la neige, une jeune femme a été conduite en observation au CHU Grenoble-Alpes. Retour à présent sur un week-end très sportif et promis, il y aura même du ski. Lucille Dailly. Que des bonnes nouvelles de nos équipes et de nos athlètes. Le Grenoble Foot 38 ne sera pas champion d'automne, mais il est champion de la remontée. Samedi, au Stade des Alpes, les Grenoblois menés 2-0 contre Auxerre ont rugi avec orgueil dans les 10 dernières minutes. Achille Anani réduit la marque et Loïc Nestor égalise héroïquement à la toute fin du match. Le GF 38 termine la phase aller à la 3e place à égalité de points avec le second Toulouse. Ce fut poussif, mais les brûleurs de loups ont gagné vendredi contre le promu Cergy. Une affiche inédite dans une Ligue Magnus complètement décousue et qui tente de sauver sa peau pour 2021. Les Grenoblois, comme les autres, manquent de rythme et sont loin de leur niveau. À l'heure seule, la victoire compte sur le score de 4-3. Parce que la victoire s'est faite si rare et parce que c'était si beau, on vous replace ici les 4 essais marqués jeudi en seconde mi-temps par le FCG, alors mené 24-3, et qui s'est finalement imposé à Oyonnax, privant même cette équipe prétendante à la montée du bonus défensif.
victoire 33-27. Une grande première pour l'équipe de France de ski de fond. Un Français monte sur le podium du Tour de ski. L'Isérois Maurice Magnifica est deuxième du classement général après une troisième place de la course du jour, la montée de l'Alpe-Sermy. Un joli rebond de carrière pour le médaillé olympique. Et puis le sans faute d'Emilien Jacquelin qui remporte le relais mixte simple d'Oberhof avec Julia Simon et avec une grande maîtrise. Malgré quelques absences depuis le début de saison, le Villardien parvient à assumer son statut d'homme fort de l'équipe de France depuis la retraite de Martin Fourcade. Et alors que les remontées sont fermées, le ski est en vie. Comme l'an dernier, la station de Vaujany a pu accueillir une étape de la Coupe d'Europe de ski alpin. Au-dessus de la mer de nuages, la meilleure française Joséphine Forny s'est classée 12e sur 70 concurrentes. Enfin, Olivier Panis est toujours là. Le pilote grenoblois, ancien champion de F1, a remporté l'étape d'Isola 2000 au trophée Andros, alors que son fils Aurélien, premier leader de cette édition 2021, ne s'est pas qualifié pour la superfinale, mais il reste deuxième du général. Et pour compléter ce Zap Sport, sachez aussi que dans le Dakar, l'Isérois Alexandre Giroud et son quad sont pour l'instant à mi-parcours, troisième de la course qui se déroule en Arabie Saoudite. Et puis autre activité nettement plus proche de la nature, la course de chiens de traîneau. Une cinquantaine d'équipages venus de tous les pays européens, dont de nombreux mushers isérois participent en ce moment à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, dont le départ a été donné ce week-end. C'est le cas de Marion Joly qui était venue sur le plateau du JT mercredi dernier. Elle est bien partie avec ses 8 toutous pour réaliser dans un bon temps les 10 étapes et ses boucles de 30 à 40 km. La culture hors les murs, ciné, théâtre, musée, café-théâtre et tutti quanti doivent rester fermés jusqu'à la fin du mois au moins. Épidémie de Covid-19 oblige. Mais la culture, ça nous manque trop. Alors la ville de Grenoble nous fait une belle proposition à la Belle Étoile avec les éclats de culture. Jeudi de 16h à 20h un peu partout en ville. Lucille Lheureux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes troisième adjointe au maire de Grenoble en charge des cultures. Avant de détailler un peu l'événement, cette idée, elle vient d'où ? Eh bien, tout simplement du besoin de revenir à l'essentiel et de faire vivre la relation entre les citoyennes, les citoyens et leurs artistes dans notre ville. En ces temps moroses où les lieux de culture sont fermés, ce que nous regrettons évidemment fortement, il était important pour nous de replacer ces artistes au centre de la cité et de leur permettre de rencontrer les publics de nouveau et à chacune et chacun de sourire et d'avoir des émotions et des surprises un peu partout dans la ville. Alors vous avez eu énormément de propositions, vous n'en avez retenu que quelques-unes. Vous pouvez nous donner quelques-uns de ces artistes ? Oui, on aura du coup des propositions dans tous les secteurs de Grenoble, une vingtaine de lieux différents qui permettront de rencontrer du clown avec Camille Perrin ou des compagnies avec plusieurs artistes, de la musique, de la danse. L'idée qui a été retenue face aux 80 propositions que nous avons pu recevoir était de mettre en valeur des artistes peu connus, des jeunes compagnies qui tournent peu à Grenoble, qui ont encore peu de visibilité. Donc ce sera l'occasion par exemple de rencontrer les danseurs de la compagnie Quai, qui sont des danseurs de Jean-Claude Galota, qui ont monté leur propre compagnie, ou la compagnie Mégaptère, avec une jeune chanteuse encore peu connue par exemple. Comment vous avez choisi les lieux où ils se présenteront ? L'idée, c'est de permettre à la fois au plus grand nombre de croiser ces éclats de culture sur le parcours de chacune et de chacun, donc jeudi soir entre 16h et 20h. Et donc pour ça, on a repéré les sorties d'école, des arrêts de bus, l'arrêt par exemple de bus en face du collège Fontaine-Latour, rue Nicolas Chaurier, le grand mur de la Bifurque, des lieux emblématiques pour lesquels on peut avoir du recul, pour ne pas générer d'attroupement, mais avoir l'occasion sur son parcours de fin de journée de croiser ces artistes. Ce sont des artistes qui ont l'habitude du théâtre de rue ? Non, pas forcément. C'est exactement ce qui s'est passé cet été avec l'été culture. L'idée, c'est de créer l'opportunité pour les Grenobloises et les Grenoblois de rencontrer les artistes qui, au quotidien, créent dans leur ville, mais qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser dans la rue. Alors certains, bien sûr, sont des spécialistes des arts de rue. C'est le cas de la compagnie Tout en Vrac, par exemple. D'autres sont reconnus ailleurs qu'à Grenoble et n'ont plus tellement l'occasion de tourner. C'est le cas d'ici même. Et puis, certaines compagnies vont vraiment jouer le jeu de sortir dans la rue. Par exemple, À bientôt, j'espère, qui fait du cinéma chez l'habitant, proposera des films visibles dans sa propre vitrine, rue Saint-Laurent, visibles depuis la rue. Donc, chacune et chacun a essayé
justement de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre des publics. Et puis il y a des artistes qui ont l'habitude d'être dans la rue, comme les fanfares que l'on voit aussi sur scène. Les fanfares grenobloises s'en sortent très bien puisqu'elles sont régulièrement primées. Et ça, c'est toujours un moment très sympa et collectif et joyeux. Oui, il y aura plusieurs espaces de fanfares avec des déambulations, et notamment la Batucavie, mais d'autres temps musicaux de déambulation pour générer un peu de joie sur ces parcours. Voilà, Fanfare 38 et bien d'autres. Est-ce que, je vais poser la question qui fâche, est-ce que vous avez un repli s'il pleut ? Il ne pleuvra pas, il fera beau et les gens seront dans la rue. Alors une dernière petite question, avant de nous quitter, vous êtes adjointe aux cultures. L'un des dossiers sur votre table, celui de la belle électrique, la ville n'a pas souhaité renouveler la délégation de services publics à l'association Mixlab. Vous devez décider d'un nouveau mode de gestion. On en est où ? Alors on a effectivement au mois de décembre voté cette infructuosité de la procédure de délégation de services publics, ce qui signifie qu'au 1er janvier 2022, il y aura une autre modalité de gestion, une autre contractualisation entre la belle électrique pour occuper la belle électrique, qui est bien un équipement de la ville de Grenoble. Et donc pour cela, nous travaillons avec l'association Mixlab qui portait jusque-là la délégation de services publics pour qu'elle puisse rester au cœur de l'équipement. Et donc nous avons des rendez-vous de travail qui ont débuté depuis décembre. Et la piste privilégiée, c'est une société coopérative. Comme on en connaît tous, tout un chacun, des SCOP, des SCIC, il en existe plein de formes. L'idée, c'est d'avoir une capacité à gouverner ensemble, à faire rentrer des artistes, des usagers, au-delà de l'association pour réfléchir à la gouvernance de cet équipement qui nous appartient à toutes et tous et qui fait le bonheur des Grenobloises et des Grenoblois. Donc la mairie souhaite prendre un peu plus part peut-être dans la programmation ? Absolument pas. Il s'agit d'un mode de gestion, en aucun cas d'une direction artistique. La liberté d'exercer, la liberté de créer pour les artistes est quelque chose de fondamental pour nous. Être directeur artistique d'un équipement, c'est un métier. Ce seront toujours des professionnels à la tête de l'équipement. C'est indépendant du mode de gestion. Il s'agit plutôt d'affirmer une gouvernance qui réfléchira sur des choses comme la tarification, la médiation, l'ouverture sur le quartier. Ça, ce sont des choses qui relèvent de la chose publique et où voisins, voisines, autres structures seront invités à discuter, mais en aucun cas de la ligne de programmation artistique qui revient aux professionnels. Donc Mixlab reste en place jusqu'au 1er janvier 2022. Après, ce sera eux, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, la priorité est donnée à Mixlab et nous travaillons avec eux pour qu'ils restent au cœur du projet. Merci beaucoup Lucille Lheureux d'avoir participé à ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, retrouvez les vœux du président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari. Belle soirée à tous. Chères concitoyennes et concitoyens, chères métropolitaines, chers métropolitains, c'est avec des sentiments mitigés que je me présente devant vous pour célébrer cette nouvelle année 2021. Avant toute chose, je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui connaissent l'épreuve de la maladie, celles et ceux qui sont partis trop tôt. Nous avons tous et toutes été touchés de près ou de loin par la crise de la Covid-19. Beaucoup se débattent encore avec les complications d'un virus décidément pernicieux. À tous et toutes, je souhaite témoigner mon soutien et adresser mes vœux de courage. Je viens vers vous aujourd'hui, vous disais-je, avec des sentiments mitigés. Des sentiments de gâchis et de tristesse d'une part, avec 10 mois d'une crise sanitaire qui a fait des milliers de victimes, bousculé nos modes de vie, détruit des emplois, fragilisé les plus précaires. Oui, le bilan est lourd. Et si l'horizon commence à se dégager, notamment grâce au succès de la recherche scientifique en matière de vaccins, il nous reste encore des mois de sacrifices et d'efforts. Des sentiments de combativité, d'optimisme et de reconnaissance, d'autre part, lorsque je constate à quel point la population française fait preuve de courage et d'abnégation face à cette crise inédite. Dans ce contexte si particulier, le service public a révélé toute son importance, tant en matière de santé, de sécurité ou d'enseignement, que de services publics du quotidien, essentiels à la vie des habitantes et des habitants de notre territoire. J'exprime ici ma profonde gratitude à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, depuis 10 mois maintenant, sont mobilisés sur le terrain. Il n'y a pas meilleure démonstration de leur rôle essentiel et pour nous, élus de la République, meilleur encouragement à protéger et à faire perdurer ce modèle.
Cette crise sanitaire a également mis en lumière, plus que jamais, les conséquences d'une mondialisation non maîtrisée et dévastatrice pour notre environnement. Elle a ainsi entraîné une prise de conscience de l'état de notre monde et des changements que nous devons opérer. Soyez-en sûrs, nous sommes désormais plus nombreux à nous interroger sur nos modes de consommation, à remettre en question nos vieilles habitudes, à vouloir faire preuve de coopération et de solidarité. C'est ce que nous avons constaté ces derniers mois à l'échelle modeste de notre métropole. Nous avons, ici, des capacités de résistance aux épreuves et des atouts pour rebondir. Nous sommes résilients par nature. Notre territoire est profondément pionnier. Il a toujours su s'adapter et se renouveler. Depuis l'invention de l'hydroélectricité, qui a propulsé notre cité à l'avant-garde de la révolution électrique, il y a près de 100 ans, jusqu'au développement d'une nouvelle industrie de la connaissance et de la recherche de pointe dans les années 50 à nos jours, qui a inscrit la région grenobloise sur la carte du monde de l'excellence scientifique. Or, nous voilà désormais placés à l'orée d'un nouveau monde, celui des transitions énergétiques et écologiques, celui d'un monde décarboné, respectueux de la vie sous toutes ses formes. Ce monde, nous allons continuer de le bâtir ensemble, sur le territoire, au cours des prochaines années. Son socle sera fait de coopération, de solidarité et d'entraide. Et son édification sera réalisée avec vous. Avec vous, citoyennes et citoyens de la métropole grenobloise, en développant nos outils de participation et en lançant notamment, dès 2021, une convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Avec vous, maires et élus des 49 communes de ce territoire, avec qui nous avons renforcé les liens en 2020, liens que nous consoliderons encore cette année. Avec vous, acteurs et actrices économiques de toute taille, commerçants, restaurateurs, hôteliers que nous avons soutenus et accompagnés tout au long de cette crise et avec qui nous amplifierons nos coopérations. Avec vous, partenaires associatifs et culturels qui avaient besoin plus que jamais d'attention et de protection et qui, bien sûr, est essentiel à notre quotidien, tout comme à la solidarité envers les plus démunis, envers ceux qui ont plongé ces derniers mois dans la précarité et vers lesquels la métropole a renforcé ses initiatives, son soutien et son accompagnement. Avec vous, agentes et agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État, dont je connais et salue la vigueur de l'engagement au service des habitantes et des habitants de ce pays et de notre territoire. Je crois en l'avenir, je crois en l'humain, je crois en notre résilience et en notre résistance. Ensemble, nous trouverons les ressources pour réinventer notre monde. Je vous adresse à toutes et à tous mes vœux métropolitains de santé, de courage et de solidarité pour 2021. Prenons soin les uns des autres.